la RDC, d'Afrique et d'ailleurs échangent durant 4 jours. Ceci dans plusieurs sites de la ville autour du thème environnement sur le route des Kinshasa, occasion d'inviter Quinoises et Quinois à la lecture. Les éléments M23 vivant en Ouganda sont sommés de regagner la RDC d'ici ce 15 décembre 2015. L'ultimatum est de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. C'était mercredi soir à Kinshasa. Carte blanche aux nouveaux membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Le président, le vice-président et les questeurs ont juré ce jeudi devant les juges de la Cour constitutionnelle de respecter les lois de la République. Merci de nous rejoindre. Ça y est, les 3 nouveaux membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante entrent officiellement en fonction de ce jeudi. C'est après leur prestation de serment à la Cour constitutionnelle. Corneille Nangaa, Norbert Bassengezi et Pierrette Mwenze, respectivement président, vice-président et questeur de la CENI, ont juré de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo. Retour sur cette cérémonie. Le geste est simple, patriotique et lourd de signification. Les 3 nouveaux membres nouvellement nommés par ordonnance présidentielle ont prêté serment ce jeudi devant la Cour constitutionnelle. Et c'est le président de la Commission électorale nationale indépendante qui a donné les temps de la cérémonie de prestation de serment. Je jure sur l'honneur de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Commission électorale nationale indépendante. Même serment prêté aussi par le vice-président de la CENI, avec à la clé le respect de la Constitution. Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante. Servir en toute loyauté, tel que le souligne aussi la questeur de la Commission électorale nationale indépendante. De garder les secrets des délibérations et du vote, même après la cessation de mes fonctions. De ne briguer aucun mandat électif aux échéances en cours, même si je ne fais plus partie de la Commission électorale nationale indépendante. S'appuyant sur les textes tout en tenant le drapeau, symbole d'un haut engagement et lourde responsabilité, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante affiche désormais complet. Notre mission est donc de procéder aux activités préparatoires du processus électoral, donc de préparer les élections et de les organiser. Après cette évaluation, nous mettrons l'accent sur les consultations des parties prenantes. Et de cela, nous allons sortir des orientations qui seront dégagées pour la tenue des élections paisibles, transparentes et crédibles. Cette prise des fonctions officielles des nouveaux membres de la CENI intervient après le vide qui s'était créé suite aux démissions d'une part pour raisons de santé et d'autre part des convenances personnelles et pressions politiques. Plus de temps à perdre donc pour la CENI, la matière est abondante. Selon les délégués des forces vives de la société civile en synergie avec plusieurs partis et personnalités politiques, le premier dossier à traiter par la centrale électorale est celui de la publication du calendrier électoral. Ils l'ont fait savoir mercredi lors d'une rencontre à Kinshasa. Ces forces vives jugent par ailleurs le dialogue sans objet. Divergence des points de vue au sein de la classe politique au sujet du format attribué au dialogue politique dont la convocation est imminente. Dans une déclaration rendue publique, les forces vives de la RDC ont rejeté l'idée de tout dialogue qui viserait à créer l'illusion d'un large consensus sur les glissements du mandat présidentiel au-delà de 2016. Elles exigent à la CENI la publication immédiate du calendrier électoral réaménagé et conforme aux échéances fixées par la Constitution. Nous ne sommes pas d'accord avec le format et la formule qui est prévue actuellement pour les dialogues. Parce que c'est un dialogue sous forme de forums, de Sun City, de concertation nationale. Et nous considérons ça comme des obstacles majeurs à la réalisation même des buts poursuivis par notre Constitution, à savoir permettre à la population
de participer de manière régulière et à des périodes prévues déjà par les lois à la désignation de leurs dirigeants. Un avis que ne partage pas la majorité présidentielle. Pour Alain Loubamba, cadre de cette plateforme, c'est une manœuvre pour ne pas décrisper les enjeux politiques de l'heure. C'est malheureux que certaines personnes ne croient pas aux vertus du dialogue, mais je ne pense pas que, puisque une, deux ou trois personnes veulent faire le spectacle politique et qu'on doit... que la machine doit être grippée. Le peuple n'a pas besoin d'un show politique et je crois qu'il faut prendre ce peuple au sérieux. Il faut se parler pour qu'ensemble nous regardons dans la même direction en ce qui concerne l'avenir du pays. Le souverain primaire entend ainsi voir la classe politique congolaise s'investir pour une convergence d'idées pouvant sortir la RDC de son impasse politique. Et justement, en parlant de dialogue et des élections, nous allons vous proposer le point de vue de la société civile pour les saluts de la nation par un dialogue citoyen. Cette structure vient de publier un manifeste dans lequel elle tire une sonnette d'alarme. L'heure est grave, notre pays est en danger, alerte-t-elle. Modeste Boni Gaba, co-initiateur de ces manifestes, est l'invité de ce journal. Bonsoir, l'invité du journal, c'est Modeste Boni Gaba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes membre de la société civile, mais pas n'importe laquelle, celle qui prône un dialogue citoyen. Dites-nous, quand est-ce que votre structure a été mise en place et pourquoi prenez-vous pour un dialogue citoyen? Oui, non, la structure, elle n'est pas très vieille parce que c'est en fait un collectif d'organisations de la société civile qui, elle, existe depuis des années, qui se sont retrouvés pour parler d'une même voix et dire qu'il existe entre les tenants du dialogue et les opposants au dialogue un terrain d'entente, c'est celui que nous proposons à travers le dialogue citoyen. Parce que le dialogue citoyen a cette particularité de considérer d'abord le dialogue comme une valeur qu'il faut prôner en toutes circonstances, mais dans ces conditions actuelles, montrer que seul le dialogue permet aux uns et aux autres de se mettre d'accord sur l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, le calendrier électoral n'existe plus, le fichier électoral est contesté, le financement des élections, on n'a pas les moyens pour faire face à tous les scrutins, la sécurisation des élections, le rôle de la communauté internationale dans le processus électoral. Ce sont autant de points que le président de la République lui-même a développé dernièrement lorsqu'il a reçu les membres de la société civile pour leur dire qu'il fallait qu'on puisse se mettre d'accord sur ces choses-là. Parce que si on n'est pas capable de s'entendre sur ces questions aussi banales, finalement. Et comment comptez-vous harmoniser les vues de ceux qui sont pro-dialogue et ceux qui sont contre le dialogue? Voilà, c'est pour cela que notre schéma du dialogue citoyen permet de faire rencontrer les desiderata de ceux qui veulent qu'on puisse respecter la Constitution, mais aussi respecter le calendrier, et ceux qui disent non, le dialogue c'est la voie au glissement du calendrier et des échéances. Nous montrons que le dialogue que nous prônons comporte deux volets. Le premier volet, le plus important à nos yeux, c'est le volet qui va régler les problèmes qui sont en amont de ce que nous sommes en train de vivre. Et ces problèmes sont là depuis 60, donc nous n'avons jamais eu l'occasion d'aborder ces problèmes de fond qui font que le Congo, pas seulement le Congo, tous les pays africains en général, n'ont pas le bon comportement qu'on devrait avoir en politique. Notre conception du pouvoir, nous, Africains d'une façon générale, n'est pas la bonne. Le pouvoir est perçu comme un patrimoine, celui qui y accède, c'est pour enrichir les siens, et non pour servir la communauté. C'est cette conception du pouvoir qui fait que, lorsqu'on y arrive, on n'a plus envie de partir. Justement. Alors là, vous avez publié un manifeste, et dans ce manifeste, vous dites « L'heure est grave, notre pays est en danger ». Pourquoi pensez-vous ainsi? Ah bien, mais il n'y a que les aveugles qui ne voient pas ça. Ce blocage-là, les menaces qui viennent de partout, les gens qui commencent à dire des choses tout à fait inacceptables, cela crée une atmosphère de
tensions qui risquent de provoquer des situations incontrôlées. C'est pour cela que nous disons qu'il ne faut pas attendre qu'on arrive au point de non-retour pour intervenir. Il faut prévenir. Il faut y aller avant. Parce que le blocage est en train de s'installer. Les uns ne voulant pas qu'il y ait dialogue, parce qu'ils veulent qu'il y ait élection tout de suite, tout en sachant que le calendrier n'a pas encore été publié, quels sont les scrutins qu'on doit organiser, et quel est le financement, où est-ce qu'il est. On n'a pas encore réglé les problèmes purement logistiques, les problèmes financiers, et qu'on veut quand même y aller de cette façon-là, les yeux fermés. Nous, on n'est pas avec cela. Nous, on croit que le dialogue est l'occasion de régler, comme j'ai dit, deux grandes catégories de problèmes. Donc on va droit au mur. Là, tel que les choses sont engagées, nous croyons qu'on va droit dans le mur. Il faut absolument que nous puissions dégager un compromis politique global après avoir conclu un pacte républicain. Pour nous, c'est le plus important. Oui. Parce que le pacte républicain nous permet enfin de voir le Congo autrement, de chercher à le servir, parce qu'effectivement, on a la vocation de servir, et non pas un patrimoine, un business qui permet à ceux qui y accèdent de s'enrichir trop facilement. Vous êtes de la société civile, celle qui prône ces dialogues citoyens, mais dites-nous, pourquoi les Congolais doivent vous faire confiance? Ah oui, là c'est effectivement une question importante. Mais nous avons déjà, peut-être dans le texte lui-même, la réponse à cette question. Parce que nos exigences sont telles qu'on ne peut pas être aussi exigeant et en même temps être pris pour quelqu'un de complaisant. C'est parce que nous avons effectivement à cœur les vrais problèmes qui assaillent notre pays, pas seulement notre pays, la plupart des pays africains sont concernés, et la solution aux problèmes de la plupart des pays africains se trouve au Congo. Quelle est la différence entre votre société civile et la société civile plurielle que nous avons toujours connue, qui aujourd'hui est dans la société civile et demain en politique? Oui, la société civile est une structure, disons, mouvante, parce qu'il ne faut pas non plus croire que les gens qui sont dans la société civile ne peuvent pas aller ailleurs. Mais lorsqu'ils s'expriment en tant que société civile, ils doivent effectivement prouver qu'ils sont dans le schéma de voir seulement le problème du pays sans être dans une logique partisane. Et c'est ça notre point fort. Comment entrevoyez-vous l'avenir de la République démocratique du Congo? Eh bien, je crois que l'avenir du Congo, de la République démocratique du Congo est radieux, à condition que nous prenions la bonne direction au bon moment. Avez-vous ajouté? Pour le moment, non. Je suis prêt à revenir pour expliciter davantage toutes ces idées, parce que je crois que ce n'est pas en si peu de temps qu'on peut faire comprendre la quintessence et la substance de notre message. Ça exige un peu plus de temps. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'était l'invité du journal. Nous allons poursuivre avec ce journal. À l'Assemblée nationale, la Commission économique, financière et contrôle budgétaire a présenté ce jeudi son rapport sur le projet de loi portant reddition des comptes. Il ressort de ces rapports des écarts considérables entre les recettes mobilisées et les dépenses effectuées, des dépassements budgétaires dans plusieurs secteurs, spécialement dans les institutions. Lors du débat général autour de ces rapports, les interventions des élus du peuple ont convergé autour de la nécessité du renforcement du contrôle budgétaire. Et puis cet ultimatum de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs aux éléments de l'ex-mouvement rebelle M23 vivant en Ouganda. Ils devront regagner la RDC d'ici ce 15 décembre 2015. C'était lors d'une réunion mercredi à Kinshasa. Christian Elongo pour le reportage. Les ex-M23 en exil vont avoir une réponse claire à leur situation. Les ministres de la Défense de la CIRGL ont profondément examiné les dossiers aux côtés de leurs homologues de la RDC et du vice-ministre de la Défense du Mozambique. Cette réunion restreinte a pris en compte toutes les préoccupations sécuritaires de la sous-région et a sorti des recommandations qui traduit le secrétaire général de la CIRGL, le professeur Toumba Loaba. Je recommande la réactivation du plan de rapatriement des ex-combattants XM23 qui avait été adopté à Kampala lors de la réunion du mécanisme et du groupe de travail sur le rapatriement. Je salue l'engagement continu du gouvernement de la République de l'Ouganda à se joindre aux efforts du gouvernement de la RDC dans le rapatriement du reste des ex-combattants XM23 qui sont au Ouganda,
commence le 1er décembre 2015 et s'achève au plus tard le 15 décembre 2015. Encourage le gouvernement de la République de l'Ouganda à empêcher aux ex-combattants et ex-M23 d'utiliser les qualités militaires et à les décourager à faire des déclarations provocatrices contre la RDC. Considérée comme la décision de la dernière chance, la rencontre de Kinshasa a lancé une sorte d'ultimatum aux ex-M23. La bonne nouvelle que j'annonce à l'opinion nationale est que au 15 décembre, on n'entendra plus parler du processus de Nairobi. Pour que ceux qui souhaitent rentrer puissent le faire. À partir du 15 décembre, lorsque nous disons on n'entendra plus parler de Nairobi, ça signifie que tout celui ex-M23 qui ne sera pas revenu à République du Congo le 15 décembre, il sera considéré comme quelqu'un qui relève des autres mécanismes. Notons par ailleurs que cette rencontre de Kinshasa a été présidée par le ministre angolais de la Défense, João Manuel Gonçalves, président du comité de défense de la CIRGL. Parlons encore sécurité avec le général de brigade Mbangu Machita Marcel qui a effectué une visite de travail mercredi en territoire de Lubero, bastion de combattants FDLR. Il était accompagné de certains officiers de la mission des Nations Unies au Congo. Selon le lieutenant Mac Azukai, la menace des FDLR sur les territoires de Lubero est prise en compte par le secteur opérationnel. Eric Asmissi est notre correspondant dans la région. L'objectif pour les commandements du secteur opérationnel Grand Nord et Soukolahan était d'imprégner de la situation à Kimaka, un village jusque-là inoccupé ni par la force régulière ni par les forces négatives. La société civile avait ému le vœu de voir les forces armées de la République démocratique du Congo occuper ces villages, abandonnés par les Maïbaï et les FDLR. Les forces vives avaient demandé que l'armée régulière puisse occuper cette localité. Moi, je pense que ce qui était indiqué, c'est qu'on aille chercher l'information sur le terrain et savoir exactement qu'est-ce qui se passe parce que c'est une façon d'être à l'écoute de la population. Étant donné que le FDLR constitue une menace pour le territoire des Lubero, les commandements de l'opération Soukolahan analysent minutieusement la question. Notre Mac Azukai. Normalement, les FDLR sont les cibles de nos frères d'armes de Sokola 2. Mais comme pour l'instant, ils constituent une menace pour le territoire de Lubero qui est sous contrôle de Grand Nord, donc de l'opération Sokola 1, le commandement sera obligé d'empêcher ces multiples incursions, et surtout pour sauver la population de cette partie. Il n'y a pas que les FDLR, il y a aussi les Maïmaï qui font parler d'eux dans cette partie. Rappelons que l'abandon du village Kimaka avait été constaté le week-end dernier après un affrontement qui avait opposé le Maïmaï et les FDLR. Béni, Erikas Mouissi, Biwan. Et puis, à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, de jeunes entrepreneurs congolais intensifient la sensibilisation sur la question dans les milieux des jeunes pour une participation effective à l'émergence économique de la RDC. C'était lors d'une rencontre organisée par le Centre culturel américain. Deux leaders, jeunes soient-elles, modèles de réussite et d'inspiration dans l'entrepreneuriat, ont été conviés à partager leur vaste expérience au cours de ce talk initié par l'ambassade des États-Unis. Devant un parterre d'entrepreneurs, Patricia Nzolantima et François-Xavier Kabemba, évoluant tous deux dans le domaine de nouvelles technologies de l'information et de la communication, ont édifié l'assistance sur le profil d'un bon entrepreneur. Pour ces orateurs du jour, l'entrepreneur qui veut faire long feu doit aménager sa monture, se focaliser sur les objectifs à atteindre et se contenter des moyens disponibles. Au-delà du fait d'avoir une belle idée, il faut aussi réfléchir sur la mise en œuvre de cette idée. Et même si vous aviez accès à un crédit bancaire aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a des méthodes pour flouer les banques et avoir de l'argent, est-ce que cet argent que vous auriez de la banque pourra servir réellement à vous faire avancer? Le fait de n'avoir jamais mis ma foi cette focalisée à attendre des subventions à gauche à droite, ça m'a permis au fait justement de devenir peut-être cette guerrière et cette femme déterminée, de pouvoir
avancer, parce que par moment, lorsque vous attendez de l'aide, vous pouvez être frustré. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont limités. Se lancer dans l'entrepreneuriat est un acte de foi et qu'il ne faut pas à tout prix craindre les échecs, affirme-t-on. Le moyen, c'est la seule chose qui empêche beaucoup d'entrepreneurs de se lancer. C'est pas pour rien qu'on dit se lancer dans l'entrepreneuriat est un acte de foi, le leap of faith. C'est-à-dire vraiment pour sauter de l'autre côté, tu dois y croire et y aller. Les fonds viendront. Quand vous avez une idée, sur 1000 personnes que vous allez rencontrer, il y aura une personne qui va aller. En 2012, ces jeunes entrepreneurs ont aux côtés de 60 autres jeunes leaders africains participé au sommet de l'innovation et au partenariat de mentoring aux États-Unis. Un programme qui leur a permis de comprendre la politique américaine de l'entrepreneuriat en Afrique d'une manière différente. Autre chose à présent, clôture du 4e congrès des anciens de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Il s'agit là d'une rencontre qui a mis en exergue les urgences médico-chirurgicales. Près de 1000 médecins de la RDC du monde réfléchissent sur la nécessité d'instaurer une prise en charge optimale de patients en RDC. Christian Longo pour le reportage. C'est un pont jeté entre les anciens étudiants de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Débarqués des divers horizons de la planète, ces anciens de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa ont pendant 3 jours échangé autour de l'exercice de ces métiers en RDC. De ces échanges, il ressortent des recommandations, notamment la contribution par des cotisations au budget de la faculté, à hauteur de 15%. Nous sommes contents, nous aimerons que nous puissions encore se réunir la fois prochaine et ainsi de mettre en application les recommandations arrêtées à la fin des travaux de cette session. Une rencontre, une occasion de remise à niveau où près de 1000 médecins du Congo et d'ailleurs ont échangé sur l'instauration de la prise en charge optimale des patients en RDC. Une fois qu'on a prêté serment, que nous avons cette obligation-là. Alors lorsqu'il y a des occasions pareilles, c'est vraiment nous empêcher de nous cacher derrière, il n'y a rien qui est organisé, etc. C'est vraiment nous donner l'opportunité de remettre à neuf nos connaissances parce que c'est important pour la qualité de nos prestations. À travers les échanges d'expériences, on ne peut qu'apprendre. Nous avons appris ce que font les médecins d'ailleurs. Eux aussi, ils ont appris ce que nous faisons localement avec les moyens de bord. Ces assises avaient comme thème principal les urgences médico-chirurgicales. Et puis, cette question, comment améliorer la qualité des dépenses pour avoir un meilleur impact sur la santé et l'éducation des enfants en RDC? La question était posée lors de la rencontre a priori annuelle RDC-UNICEF, une rencontre organisée pour faire le point de la situation de l'éducation en RDC afin d'y apporter des améliorations. La RDC, en partenariat avec l'UNICEF, s'engage conjointement à améliorer le bien-être de la population. Pour y parvenir, le ministère du Plan et l'UNICEF se rencontrent annuellement en vue de faire la mise à jour des connaissances sur la situation de l'enfant et de la femme. Au cours de la rencontre de cette année, la situation de l'éducation a été analysée. Bien que l'on note plusieurs réalisations en matière de scolarisation, parmi lesquelles l'accroissement du budget de l'État ainsi que la réduction de l'écart entre filles et garçons, beaucoup reste encore à faire. L'étude fait ressortir également des domaines dans lesquels des progrès restent encore à faire, notamment pour réduire le taux de déperdition, augmenter la qualité de l'éducation en général, et puis faire en sorte que la politique de la gratuité devienne une réalité au quotidien pour l'ensemble des parents sur l'étendue du territoire. Le ministre du Plan et Révolution de la modernité affirme que cette évaluation se fera chaque année dans l'unique but de réforme du secteur de l'éducation et d'amélioration des points négatifs. Le rapport vient d'être fait. Il y a des données qui sont pertinentes, des données qui doivent nous permettre d'améliorer notre façon d'agir, d'améliorer nos stratégies dans le domaine de l'éducation. Il faut donner autant le temps, il faut donner à nos experts le temps d'exploiter ces données et de formuler les stratégies ou les réponses aux problèmes qui sont posés. Le rapport sur l'analyse de la situation des enfants et des femmes en RDC concernant le droit à l'éducation de qualité pour tous est très important pour le pays,
qui est également concerné pour les objectifs de développement durable. Et puis avant de nous quitter, sachez que la 3e édition du livre des Kinshasa ouvert se porte hier dans la soirée. C'était lors d'une rencontre au lycée français René Descartes. 4 jours durant, les écrivains congolais, belges et burundais vont échanger avec les lecteurs dans divers sites retenus à travers la ville. Les thèmes retenus pour cette année et environnement sur le route des Kinshasa. Lire dans un coin ou en public, peu importe l'endroit où l'on se retrouve, tant que l'on sait tenir en main un livre, l'esprit se nourrit et apprend. Le livre se veut ainsi un moyen pour véhiculer des messages, voilà qui justifie le choix du thème environnement sur les routes de Kinshasa pour la fête du livre. La 3e édition de ce rendez-vous littéraire qui tient désormais son Paris à Kinshasa a ouvert ses portes ce mercredi. Auteurs et lecteurs auront 4 jours de partage d'expériences et d'évasion. La 3e fête du livre de Kinshasa permettra, c'est ce qu'ont voulu ces organisateurs, à des centaines d'élèves des écoles de Kinshasa, je crois qu'il y en a une vingtaine, de profiter de l'occasion d'échanger avec des auteurs, avec des illustrateurs au cours de face-à-face, de rencontres, de lectures publiques, ou de même de séances de dédicaces. Je reviendrai sur les auteurs qui sont présents, pour découvrir justement ce miracle fécond dont parlait Proust. Cette 3e édition a eu le mérite de réunir des écrivains congolais et ceux venus des autres pays, tous ayant comme dénominateur commun le livre. Nous devons protéger notre environnement, nous devons exploiter ces ressources pour le développement de notre pays. Vous savez, il se pose un problème ces derniers temps, le problème des objectifs de développement durable et comment exploiter les ressources naturelles tout en préservant l'environnement. C'est le genre de message que j'essaie de faire passer à travers mon œuvre, parler pour la nature. Quand j'écris, quand je vais à la rencontre des gens, forcément, dans cette rencontre, il y aura quelque chose qui se passe. Et j'écris sur ça. C'est pas seulement sur moi-même, c'est aussi sur ce qui se passe lorsqu'on rencontre l'autre. C'est une immersion culturelle, de rencontrer les gens, les cultures, discuter avec les gens et puis partager des expériences de vie. L'environnement en tant que tel, en tant qu'écrivain, non. C'est plutôt la psychologie, la violence et l'aspect humain, en fait. Voilà. 4 jours pour célébrer le livre sur 8 sites choisis dans la ville de Kinshasa, moment idéal pour savourer le goût de la lecture. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain.